Evelyne Zarka, bonjour. Nous sommes à Paris, dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement, un lieu qui, je trouve, symbolise votre vie. En effet, vous êtes né dans le quartier, vous y avez grandi, y avez enseigné, puis y avez eu des fonctions électives à la mairie de 2000 à 2020. C'est donc peut-être l'occasion d'avoir une vision d'ensemble et de nous faire partager l'histoire de votre vie. Retour sur expérience, comme on dit. Alors oui, je ne suis pas tout à fait née dans le quartier, je suis née dans le quartier à l'âge de 4 ans. J'étais à l'école maternelle rue des Archives, ensuite à l'école élémentaire des filles rue des Blancs-Manteaux. Mes parents étaient dans un logement social rue des Blancs-Manteaux, après avoir vécu chez nos grands-parents jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc ma mère avait obtenu ce logement social dans le Marais, c'était les bâtiments de France. Et puis après, beaucoup plus tard, on avait la possibilité d'acheter ces appartements par la ville vendait les logements sociaux, donc c'était une bonne affaire pour les gens qui y habitaient, ceux qui pouvaient les acheter. Donc on était dans ce lot-là et on a eu cette chance d'acheter un appartement dans le Marais à un prix défiant toute concurrence à l'époque. Voilà. Donc oui, j'ai été à l'école rue des Blancs-Manteaux de filles. Et ensuite, j'étais au lycée Victor Hugo, parce qu'à l'époque, on était au lycée Victor Hugo depuis l'âge du collège. Donc, je vais juste faire une aparté sur mon école rue des Blancs-Manteaux. À l'âge du CM2, notre maîtresse nous avait demandé de donner des traces familiales de la guerre de 40 que nos parents avaient vécues. Donc, j'avais collecté à la maison tout ce que mon père m'avait sorti, et c'est à ce moment-là que j'avais découvert la Croix de guerre, l'appel du 18 juin, le Compagnon de la Libération et différents titres que mon père, son livret militaire, il m'a sorti tous ces objets et il m'a raconté qu'il avait été fait prisonnier, qu'il était sous les drapeaux français à l'âge dès le début de la guerre, il était en train de faire son service militaire et donc il s'est engagé directement dans la guerre et il a fait toute la durée de la guerre dans des prisons allemandes. Il a été emprisonné plusieurs fois, il s'est sauvé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ait rejoint le général de Gaulle. Mon oncle de la même façon et un autre oncle qui est mort sous les drapeaux. Donc j'avais quatre frères Zarka qui étaient sous les drapeaux et donc voilà, bon, j'étais très fière de ce passé-là à transmettre à ma maîtresse et j'étais celle ce jour-là qui avait eu apporté le plus de documents. Donc déjà là j'étais très très fière et j'avais une idée de ce que c'était que de se dévouer pour une cause. Et moi, j'avais l'image de mon père, et donc voilà, j'étais très fière. Et puis après, bon, on saute un certain temps, et je passe au moment de la guerre d'Algérie, le jour de Charonne, en février 62, j'avais 10 ans. Mon père, on était les seuls à voir la télévision dans notre immeuble. Charonne, c'était une manifestation des militants contre le couvre-feu, qui a été instauré à la suite d'attentats multiples dans Paris. Et donc, une grande manifestation très, très importante. Et il y a eu des actions policières un petit peu, plutôt très violentes, qui ont été fatales à un certain nombre de personnes. Et donc, on appelle ça les événements de Charonne. Et moi, j'étais spectatrice de ces événements. Et à ce moment-là, comme c'était sous général de Gaulle, je me tourne vers mon père à table et je lui dis, tu vois, papa, ton général de Gaulle, il n'a pas raison sur tout. Et là, je me suis prise une gifle magistrale. Ma sœur a renchéri et je pense qu'elle aussi, elle a dû prendre une gifle magistrale. Donc je me souviens de cette gifle et dit que sous ce toit, personne ne devra dire du mal de mon général. Bon, donc voilà, c'était une fois pour toutes. J'ai ravalé mon indignation, ravalé ma révolte et je l'ai gardée pour moi. Et puis en 1965, mon père est décédé. Là, je me suis un petit peu révoltée contre la religion, parce qu'on m'avait dit que dans les tables de la loi, quand on sortait les tables de la loi au moment du grand pardon, si on touchait les tables de la loi, on pouvait faire un vœu, et que mon père était gravement malade, j'avais touché les tables de la loi, j'avais fait le vœu qu'il guérisse, et dans le mois de mars 1965, il était décédé, donc j'avais décidé que j'avais plus aucun rapport avec ce bon Dieu-là. Donc c'est ce qui a un peu forgé mon chemin. Voilà, c'est un peu des indignations, des non-réponses, voilà, c'est ce qui a un petit peu forgé ce chemin-là. Ma mère s'est installée en tant que restauratrice dans le Marais. Elle avait un restaurant rue des Blancs-Manteaux, la petite chaumière.
Et donc, c'était encore Chirac, puisqu'elle a eu la médaille de la ville de Chirac. C'était la seule restauratrice qui, tous les ans, mobilisait tout son restaurant et faisait un repas. Et elle demandait au KSVP d'inviter des personnes seules pour Noël. Et tous les ans, ma mère faisait ce repas pour tous les ans qu'elle a été rue des Blancs-Manteaux en tant que restauratrice. Elle faisait ce repas qu'elle offrait aux personnes âgées isolées. Et ma sœur et moi, on faisait le service. Donc, je mesurais à quel point il y avait... Enfin, on le sait, évidemment, à quel point il y avait de la solitude dans ces 5e étages du Marais, des personnes toutes seules qui venaient pour faire ce repas et rencontrer les autres, et ça créait du lien. Et ma mère, régulièrement... donc, il y avait des dames aussi qui elle faisait des soupes régulièrement. Enfin, voilà, ma mère elle était pas du tout engagée au niveau politique, pas du tout engagée au niveau syndical. Elle a jamais, la politique ne lui convenait pas, ça l'intéressait absolument pas. Mais c'était une femme engagée de cœur qui était d'une générosité extraordinaire. Elle nous a montré le chemin de générosité. Ça forge aussi un caractère, je pense. La générosité de ses parents. Je veux dire, voilà, elle partageait. Et elle a donc reçu la médaille de Chirac. La médaille de Chirac. Ça fait une belle jambe, la médaille de Chirac. Comme tu vois, quand même, voilà, une reconnaissance. Et puis donc, en 4e au lycée, on était très très protégés avec ma sœur par les assistantes sociales parce qu'on était donc des petites orphelines de père. Ma mère travaillait beaucoup et pour nous élever. Et donc, on a été protégés surtout par un professeur d'histoire, je ne me souviens plus de son nom, qui était une bonne sœur et qui était quelqu'un d'extraordinaire, de laïcité. C'est-à-dire qu'elle ne faisait pas de prosélytisme du tout avec nous, surtout qu'on était dans un lycée où il y a beaucoup d'Israélites. Et elle était vraiment très, très à l'écoute et elle était engagée à Action contre la faim avec l'UNICEF et elle nous avait proposé de faire des initiatives pour ramasser des sous, mais pas des sacs de riz, mais ramasser vraiment des sommes pour envoyer pour Action contre la faim. Donc avec ma sœur, on s'était engagé là-dedans et avec pas mal de copines et on avait fait des tas d'initiatives dans tout le lycée annexe Épernon et Barbette au lycée Victor Hugo et on avait organisé 3 jours de spectacles avec toutes les filles qui avaient des talents dans le lycée, etc. Et on avait vendu des gâteaux qu'on avait faits et tout. Et on avait ramassé une somme exorbitante. Et je me souviens qu'on nous avait remis un diplôme de l'engagement, c'était l'UNICEF, c'est le diplôme de l'engagement pour cette somme extraordinaire qu'on avait ramassée. Voilà. Donc ça, c'était en 4e. Après, je continue au lycée. Après, c'était donc... c'est 66, 68, on s'est engagé dans les actions lycéennes. Donc j'étais à l'UNCAL. On était à la création de l'UNCAL. Après 68, j'étais jeune, mais j'étais à la Sorbonne. Je gardais les enfants qui allaient, des manifestants qui allaient sur les barricades. Donc j'étais pas engagée sur les barricades, mais moi je gardais les enfants à la crèche de la Sorbonne. Puis des fois je faisais le mur quand ma mère m'enfermait parce qu'elle voulait pas que je participe aux manifs. Ma sœur y allait toute seule, elle était plus grande. Mais moi on me disait qu'il fallait pas que j'y aille. J'avais 16 ans. Puis après je suis donc 70, 71, 72. Je crois que j'ai dû avoir mon bac. Vers 71, 72, je ne sais plus bien la date, je n'ai pas vérifié. Après, j'ai fait des études de psychosociologie pendant donc, j'étais engagée dans l'UNEF, les syndicats étudiants. Ensuite, je suis rentrée dans l'enseignement parce que je vivais maritalement et puis il fallait que je gagne ma vie. Donc, j'occupais l'appartement familial que ma mère occupait avec moi une partie du temps, puis après, elle est partie, puis je l'occupais toute seule avec mon compagnon. En 74, je suis rentrée en enseignement parce qu'il fallait faire bouillir la marmite. Je voulais être indépendante, je voulais pas que ma mère continue à 22 ans à m'entretenir. Donc j'ai abandonné la fac et puis je suis rentrée dans l'enseignement et puis j'ai gagné tout de suite ma vie en 74. Et puis après, je suis devenue déléguée syndicale jusqu'à les années 80. Et dans quelles écoles avez-vous enseigné ? Alors, au début, j'étais remplaçante pendant 2-3 ans, je crois, dans le 15e, dans le 14e. Après, j'étais dans le 4e comme remplaçante. Et après, j'ai fait toute ma carrière à Saint-Méry-Renard, l'école aéroverte devant Beaubourg. Et donc, j'ai épousé la pédagogie et je suis devenue une défenseuse ardente de la pédagogie alternative parce que cette école a soulevé beaucoup de questions et il a fallu la défendre depuis sa création. Voilà. Et cela durant 40 années, je crois ? Oui, j'étais une quarantaine d'années, donc enseignante à Saint-Méry. 37 années, je pense. Ça fait 37 années, je crois. Parce que j'ai
j'ai 40 ans de carrière, donc oui, ça 37 années à peu près. Et donc, voilà, puis j'étais donc donc après, c'était vers les années 80. 82, j'ai eu ma fille. Je me suis engagée après dans les parents. J'ai créé l'association des parents de crèche dans le centre de Paris. On a fait des choses intéressantes. On a fait des collectifs de parents pour discuter sur l'éducation et tout ça. C'est très intéressant. Ensuite, ma fille a grandi, elle est venue à l'école maternelle. Je me suis engagée à FCPE. Son père s'engageait à FCPE et j'étais à ses côtés. Quand c'était l'école, c'était plutôt son père qui était engagé à FCPE. Et puis après, quand elle était au collège et au lycée, c'est moi qui ai pris le relais. J'étais engagée dans la FCPE. J'étais dans l'union locale FCPE 1, 2, 3, 4. Et en même temps, j'étais aussi déléguée syndicale 1, 2, 3, 4. Pour mon syndicat, à l'origine, c'était j'étais au CFDT. Après, j'étais au SNI. Et après, Sud Éducation. Après, je suis redevenue à SNUIPP. Enfin, j'ai changé de syndicat. Quand vous dites 1, 2, 3, 4... Les arrondissements 1, 2, 3, 4. Ça, je connais bien toute la ville, toutes les écoles de 1, 2, 3, 4 parce que j'étais déléguée syndicale. Et donc, en 95, j'étais approchée par Dominique Bertinotti. Son équipe était dans l'opposition et elle connaissait bien la section du Parti communiste où était adhérent mon mari. Moi, j'étais pas adhérente au Parti communiste en 95. Et donc voilà, les camarades du parti ont voulu me présenter à Dominique Bertinotti. J'étais présentée. Elle s'occupait de l'Institut Mitterrand. Je me rappelle, j'étais allée la voir là-bas. Et donc, voilà, on a beaucoup discuté. Voilà, on avait une approche humaine très, très... une vision commune. Donc, on a milité ensemble. À partir de 95, on a commencé déjà à défendre l'Hôtel-Dieu ensemble avec Dominique Bertinotti. Les premières pétitions qu'on fait avec Dominique Jean de l'hôpital et toutes ces personnes. Frédéric Fredge, on a défendu l'Hôtel-Dieu dès 95, qui était menacé de fermeture déjà. Déjà, il y avait une épée de Damoclès sur les services de l'Hôtel-Dieu, qui n'avaient pas encore déménagé. Et donc, on a commencé à faire des pétitions, à sensibiliser le quartier au maintien de cet hôpital dans ce quartier. Cette lutte qui a commencé même un petit peu avant 95, sous la houlette de Henri Blotnik et de Jean L'Hôpital et toutes ces personnes qui sont encore importantes dans le quartier. Monsieur L'Hôpital est toujours là comme militant. Et donc, on a vraiment sensibilisé la population. Et en 2006, donc entre-temps, en 2001, j'ai été élue avec l'équipe de Dominique Bertinotti en position éligible. J'étais son adjointe chargée de l'école, je crois, uniquement. Et puis 2006... Donc là, c'est quand même une grosse étape. En 2001, vous êtes élue et vous avez donc une fonction au sein de la mairie. Voilà, je suis adjointe de Dominique Bertinotti. Des fonctions que vous allez enchaîner jusqu'à... alors, donc j'ai commencé par être adjointe juste chargée d'éducation. Ensuite, on m'a ajouté des missions. Voilà. Après, avec Christophe Girard, j'en ai eu deux nouvelles. J'ai eu la mémoire et les crèches. Et après, avec Ariel Vell, j'ai été première adjointe et j'ai eu le logement en plus. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. Donc, il y avait 19 ans de mission élective, oui, 3 mandats. Et donc, entre-temps, je m'étais aussi présentée aux législatives avec différents candidats. J'étais toujours ou suppléante ou titulaire. Enfin bon, j'ai dû me présenter 3 fois. J'ai fait 3 campagnes de législatives. C'est bien lourd. Et donc, en parallèle j'étais toujours maîtresse d'école et j'étais toujours en même temps élue. Donc, ça faisait beaucoup. Et ensuite, en 2020, vous avez quitté vos fonctions d'élu et pris votre retraite. Ouais. Quelles activités avez-vous maintenues ? J'ai des petits engagements. Je suis membre du comité de gestion de la Caisse des écoles, qui s'occupe des cantines scolaires, parce que c'était un projet qui me tenait à cœur, hein, avec une directrice formidable qui fait vraiment un travail exemplaire sur la liaison chaude dans le 4e arrondissement, l'accompagnement du bio dans les menus, avec un travail formidable. Donc, ça me tient à cœur de continuer à soutenir son travail. Et le projet du maire, hein, de liaison de cuisine centrale au centre de Paris pour 1, 2, 3, 4, puisque les autres sont en liaison de froide et de livraison de repas froids qui sont réchauffés, donc c'est pas pareil. Donc c'est un projet qui me tient à cœur, l'alimentation durable, les repas servis aux enfants de qualité. Et je suis aussi présidente de la Compagnie Sans Père, qui est attachée à la maîtrise de l'Opéra Comique, sous la houppette de Sarah Connet, qui est une jeune femme exemplaire et qui est aussi adjointe à la Philharmonie. Donc ces jeunes femmes talentueuses, quand on les rencontre, on a envie de les accompagner. Donc Sarah Connet, Shirley Worden, voilà, c'est des gens qui ont été sur mon chemin et que j'ai envie de mettre mon expérience à leur service. C'est pour ça que je les accompagne. Je reviens seulement à la lutte pour l'Hôtel-Dieu en 2006. En 2006, j'ai
j'ai été hospitalisée à l'Hôtel-Dieu pour des soins. J'étais malade, voilà. Et donc, j'étais au sein de l'équipe avec qui je travaillais depuis. J'avais été nommée coordinatrice de la lutte pour l'Hôtel-Dieu en 2005. Et donc, je me retrouvais là, au milieu de tout ce personnel avec qui on luttait j'ai vu à quel point ils tenaient tous à leur hôpital. J'étais hospitalisée pendant 3 semaines et j'ai vu à quel point ils venaient tous me voir, les chirurgiens, Jean-Louis Bourriat à l'époque et tout ça qui était aux urgences, l'Hôtel-Dieu et tout ça. Et j'ai vu à quel point tous ces gens étaient attachés à leur hôpital. Et donc, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai continué à lutter et ça a été mon ADN, la lutte pour cet Hôtel-Dieu qui reste debout. Voilà. Donc on a lutté depuis 2006, on a fait des chaînes humaines. Dominique Bertinotti a pris des initiatives extraordinaires pour défendre l'Hôtel-Dieu. Après Jean-Louis Bourriat, qui était chef de service des urgences, est devenu le premier adjoint de Dominique Bertinotti. On a vraiment tenu cet Hôtel-Dieu depuis le début. Et voilà. Et donc, il est encore debout d'ailleurs, l'Hôtel-Dieu. On ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il est encore là. Et je pense que la mobilisation citoyenne y est pour beaucoup. On a fait des choses extraordinaires. On a fait des flash mobs. On faisait clignoter une croix. La croix rouge, la croix médicale qui était photographiée du haut de Notre-Dame et on faisait un spectacle qui faisait qu'on alternait des cartons noirs, des cartons rouges, des cartons noirs, des cartons rouges pour qu'on voit clignoter comme une étoile comme cette croix pour voir le danger de la suppression de... Quand c'était noir, c'était l'hôpital qui disparaissait et quand c'était la croix rouge, c'était l'hôpital qui survivait. C'était très belles images auxquelles on a pris des initiatives comme ça sur la place de Dieu et c'était très beau. Donc, toutes ces luttes, voilà, je m'étais fait confisquer mes papiers, confisquer ma carte d'élu. Enfin, bon, j'étais au poste, donc là, c'était drôle parce que, en fait, c'est Dominique Bertinotti qui est venu me réclamer ma carte d'identité parce qu'il fallait que quelqu'un soit responsable et c'était moi et j'avais été désignée d'office. Donc, j'avais été arrêtée. C'était des anecdotes qui fait que j'ai jamais été très, très inquiétée puisque j'étais protégée en tant qu'élue, mais voilà, ça me permettait d'aller de l'avant, puis comme ça, de protéger les autres qui n'avaient pas de carte d'élu pour être libérés plus vite. Alors les commerces, c'est plus compliqué, oui. Alors, la poste de l'île Saint-Louis, c'est encore une bataille qui n'est pas fermée. Quand la poste de l'île Saint-Louis a déménagé, bon, on s'est battu avec la poste, mais ça a été compliqué la bataille avec la poste parce qu'ils ont fermé les bureaux de poste, parce qu'ils ont dit qu'on était très bien desservis dans le centre de Paris, que les boîtes à lettres n'étaient pas pleines, ils ont supprimé les boîtes à lettres. Enfin voilà, ça a été une bataille, mais pas tellement suivie par la population, malheureusement. Donc, ils ont fermé, je crois, 7 bureaux de poste, beaucoup de bureaux de poste. Donc, quand le bureau de poste de l'île Saint-Louis a fermé, c'est comme c'est un bâtiment d'un bailleur social, on a dit là, il ne va pas falloir mettre quelque chose, il ne va pas falloir mettre une boutique de fringues, là, c'est pas possible. Hein. La population de l'île Saint-Louis, il n'y a pas beaucoup de commerces, il faudrait peut-être mettre des commerces de proximité pour aider la population. Et puis après, il y a quelqu'un qui a eu une idée qui est encore sur l'affaire, et j'espère que ça va se réaliser, de créer un centre de santé de secteur 1 et de secteur 2 pour être un peu le pendant du centre de diagnostic de l'Hôtel-Dieu. Le centre de diagnostic de l'Hôtel-Dieu, il existe, il rend d'énormes services à des tas de gens encore, mais on ne sait pas s'il va continuer à rester. Parce que vu tout ce qui a déménagé à l'Hôtel-Dieu, petit à petit, tout est gratté, donc on ne sait pas jusqu'où, malgré la réserve, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, puisqu'il est question de faire un restaurant gastronomique, là. Bon, pour l'instant, c'est suspendu, mais c'est très, très violent, quoi. Qu'un tiers d'Hôtel-Dieu soit occupé par un restaurant gastronomique, alors que cet hôpital, au centre de Paris, est nécessaire. D'ailleurs, pendant le Covid, il aurait pu héberger des malades. Il y avait des salles qui étaient en fonction. Bon, ils n'ont pas voulu investir, la PHP n'a pas voulu investir pour qu'on investisse ces salles on avait vérifié, hein. Moi j'ai occupé l'Hôtel-Dieu des nuits entières pour pas qu'on déménage des services, donc je sais ce qui fonctionnait dans l'Hôtel-Dieu. Il y avait des salles où il y avait l'oxygène, on pouvait le brancher, il y avait au moins une 20aine de lits qu'on pouvait mettre à l'Hôtel-Dieu pendant le Covid. Bon, ils n'ont pas voulu le faire, ils ont fait le centre de vaccination, ils ont fait autre chose, bon, voilà. Mais l'Hôtel-Dieu, il pouvait être opérationnel, pas tout. On a inauguré des urgences il y a quelques années, elles étaient neuves, elles sont plus bonnes. 5 ans après, il paraît que c'est caduc, d'accord. Peut-être qu'on ne pouvait pas tout garder au niveau hospitalier. En tous les cas, un restaurant gastronomique, c'est très très violent pour la population. Là, la population n'en veut pas, c'est clair. Les pétitions qu'on fait signer, la population ne veut pas de restaurant gastronomique, que l'hôpital reste au service des populations, un service médical hospitalier. Hospitalier, je ne sais pas jusqu'à quel point, service médical sûrement, peut-être du logement pour les infirmiers, peut-être autre chose, j'en sais rien, à trouver les bonnes solutions, mais pas un restaurant gastronomique.
C'est compliqué, parce que la PHP a besoin de ramasser des sous, donc elle veut vendre les sous dont elle a besoin pour un hôpital, un grand hôpital, et elle a besoin de 100 millions, je ne sais plus combien, donc elle veut vendre le bâtiment de la PHP ou vendre la partie, voilà, tout ça. C'est des histoires de gros sous pour réinvestir, pour aller ailleurs. Seulement, la santé de nos concitoyens n'a pas de prix. Et donc, dilapider cette surface hospitalière au service de la gastronomie, ça n'a pas de sens. Ou galerie marchande, ça n'a pas de sens. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne privent pas le centre de Paris d'un service hospitalier. Donc, ces médecins, un des médecins est un ancien de l'Hôtel-Dieu d'ailleurs, il a proposé d'ouvrir ce service de santé dans l'île Saint-Louis, et j'espère bien qu'ils vont y arriver, parce que c'est vertueux. C'est vertueux d'avoir un service de santé sur tout secteur 1, avec des médecins de secteur 1. Le centre de Paris, là, le 4e, tous les médecins qui sont partis à la retraite ne retrouvent pas repreneur, les loyers sont bien trop chers. On n'a plus de secteur 1, on ne va plus avoir de secteur 1 du tout. Les médecins ne se déplacent plus du tout chez les gens, les personnes âgées. Personne ne se déplace. Le dernier médecin qui se déplaçait, docteur Durel, est parti à la retraite. Il n'y en a plus de médecins qui se déplaçaient les maisons de retraite. C'est fini, c'est fini. Donc ça, c'est très très dommageable pour la population. Très dommageable. Donc il faut recréer un service sanitaire important au centre de Paris. Je parle du 4e parce que je connais bien tout ce qu'il pourrait y avoir, mais dans tout le centre de Paris, les centres de santé, le centre santé Réaumur, ils ont des problèmes de personnel. Ils ont pas assez de personnel pour tenir. C'est un centre formidable. Il y a quand même des spécialistes qui rendent des tas de services à la population. Il faut que ce centre de santé puisse vivre avec du personnel qualifié. Quand l'hôtesse est toute seule à s'occuper de toutes les personnes qui viennent en consultation, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on a besoin de sauvegarder les services de santé au centre de Paris, comme dans tout Paris. La santé, c'est quel que soit le milieu social, hein. C'est ça, c'est de là. Et quel que soit l'âge, donc c'est primordial. Ça, c'est vraiment une lutte qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Alors là, vous avez évoqué des actions sur l'île Saint-Louis et l'île de la Cité, l'exemple de l'Hôtel-Dieu, l'exemple de la Poste. Qu'est-ce que vous pourriez évoquer comme autre action de la mairie ? Alors, il y a par exemple une librairie rue Sainte-Croix-la-Bretonnerie qui a eu un loyer exorbitant d'un seul coup augmenté. La ville a proposé des nouveaux locaux pour héberger cette librairie. Donc on n'a pas pu réquisitionner le local, c'est privé. La ville n'a pas les moyens de se payer un sous-sol et un rez-de-chaussée aussi important rue de Sainte-Croix. En revanche, elle a proposé à cette librairie, une librairie spécialisée gay, d'être logés. Et je pense qu'ils sont dans le 11e maintenant. On leur avait proposé le village Saint-Paul, ça leur convenait pas. Et puis, rue Quincampoix, c'était trop petit. Ils ont eu une proposition. La ville les a relogés. Par exemple, le Luminor est menacé par le propriétaire de ne pas renouveler le bail. Il a tout à fait le droit. Il veut y mettre quelque chose de plus juteux. La culture, c'est pas juteux pour donc il va augmenter le loyer en concurrence de ce qu'on va lui offrir pour y faire encore un showroom de la rue du Temple, qui est devenu la succursale du BHV. Donc, voilà, le Luminor menacé. Si nos jeunes pouvaient s'engager à résister pour que la culture d'un cinéma indépendant reste au centre de Paris, c'est primordial aussi. Mais il y avait une belle maison de la presse qui a duré comme rue des Archives. Elle a été vendue parce que c'était une chaîne, c'était la maison de la presse qui était la plus chère. Donc ils l'ont vendue pour pouvoir soutenir les autres maisons de la presse dans les autres quartiers. Je me rappelle que Christophe Girard était hors de lui, quoi. Ça a été vendu et qu'on avait fait poser le kiosque à défaut sur la rue des Archives, mais ça remplace pas une maison de la presse, quoi. C'est quand même lamentable de ne pas avoir une maison de la presse. Les librairies indépendantes, c'est aussi compliqué. C'est pas évident dans les loyers qu'on leur donne. Il faut protéger toutes les librairies indépendantes. Et quelles actions peut avoir la mairie pour maintenir ces activités ? C'est toujours pareil. C'est à chaque fois qu'il y a des immeubles sociaux, c'est mettre en bas d'immeubles des espaces utiles à la population. Donc, en ce moment, c'est plutôt le style recyclerie ou partage d'espace, etc., ou quelque chose qui crée le lien, ou des bibliothèques, des choses comme ça. Mais au minimum, les nouveaux bâtiments qui ont les nouveaux logements, dans les rez-de-chaussée, ils ont fait beaucoup de choses qui font du lien social. Donc là, c'est la seule action de la ville, parce que
il faut avoir les moyens d'acheter dans le Marais. La ville n'a pas toujours... Là, ils ont acheté rue Vivienne, par exemple, dans le 2e, ils ont réquisitionné des bureaux. Ça fait des années qu'on s'est battu dans les années... quand ma fille était au collège César Franck, on se battait pour que toutes ces surfaces de bureaux soient transformées en logement social. Il a fallu 15 ans. 15 ans que la ville puisse réquisitionner ces endroits. 15 ans de lutte pour trouver le créneau pour pouvoir acheter ces biens-là et réquisitionner. Donc à chaque fois que la ville peut le faire, elle le fait. Elle le fait. Par exemple, Place des Vosges, il y a eu aussi le concours Réinventer Paris. Réinventer Paris, c'est un concours qui a permis de faire du social dans des quartiers prestigieux. Place des Vosges, il va y avoir une construction à l'intérieur entre le lycée dans le lycée Théophile Gautier, de cette cour-là, il va y avoir un hôtel social. Pas un hôtel social dans le sens d'accueil des SDF, etc., mais un hôtel auberge de jeunesse pour des familles, pour venir, quand ils viennent à Paris, pour loger dans un endroit pas aussi cher qu'un hôtel. Donc comme une maison de jeunesse, mais pour des familles. Comment ça s'appelle? Maison de famille, non? Comment ça s'appelle? Non. Maison de famille, je crois que ça s'appelle. Et donc là, ça a été voté par Réinventer Paris. Donc dans le Marais. Et je me rappelle très bien de l'institution, on disait que faire une maison de famille dans le Marais, sous les arcades de la place des Vosges, ça, alors qu'on pouvait vendre beaucoup plus cher et faire des sous. Non, la ville a préféré mettre un hôtel social. Voilà, c'est des actions comme ça que la ville s'autorise à faire pour bien implanter que les gens, que le Marais n'appartienne pas seulement aux gens qui payent l'ISF. Et il y avait une action que je trouve très originale, qui est rue Saint-Antoine, à la hauteur du métro Saint-Paul, qui s'appelle Lulu dans ma rue. Lulu dans ma rue, ça a été créé par la régie de quartier, je crois. C'est services payés par le chèque emploi-service, et donc c'est régi par une association, et ils se sont à Saint-Paul, et ça rend des tas de services à la population. L'expérience de gens qui sont au chômage, et par exemple, qui peuvent mettre leur expertise d'électricien, de peintre en bâtiment, enfin, tous les services, même promener un chien, etc., à travers des chèques emploi-service et passer par l'intermédiaire de Lulu dans ma rue qui mettent les gens en lien. C'est très belle initiative, oui. Et puis Dominique Bertinotti, c'est elle qui a créé quand même cet accueil de SDF dans la mairie du 4e arrondissement. Les premières soupes, enfin, les soupes dans la mairie du 4, elle a fait ce pari quand même, c'était quand même extraordinaire. On y est arrivé, je me rappelle pendant la campagne électorale, on s'était jeté des mots comme ça, et qu'est-ce qu'on ferait? Et moi je disais, et si on ouvrait la mairie au SDF? On avait rêvé, ils avaient rêvé de ça, ils avaient rêvé physiquement de ça. Et Dominique Bertinotti l'a fait, et on l'a accompagné avec Jean L'Hôpital, Frédéric et tous les autres. Et c'était quelque chose de formidable. L'idée de protection de l'hôpital avec cette mère, de l'ouverture sur les SDF. On était vraiment dans un projet d'ouverture et d'accueil des plus précaires, et c'était très dynamisant. Donc cet hôtel-Dieu, j'y reviens, en 2006, on a fait des réserves au niveau du conseil municipal. Enfin, l'initiative c'était commencé sur le groupe communiste, et on a fait des réserves pour que cet hôpital reste une réserve dans le plan local d'urbanisme, pour que cet hôpital reste à vocation hospitalière. Et aujourd'hui, il est encore réserve, il y a encore cette réserve. Voilà. Donc, on a sauvegardé l'hôpital jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a encore cette réserve. Et ça, moi, je trouve que c'est une marque politique. Je suis très fière avec l'équipe de Dominique Bertinotti qu'on ait réussi à faire cette réserve. Ça permet aujourd'hui, on a fait aussi des réserves immobilières sur Morlan, pour que ça soit du logement social. On a fait des réserves immobilières dans plein d'immeubles. On dit ça doit rester, il y a une enquête publique, et on dit, la population est interrogée et va dire, on veut que ça reste à la vocation hospitalière ou la vocation immobilière pour du logement social. Alors Morlan, c'est suivi par la préfecture. Toutes les réserves, tout ce qui était bâtiment administratif, on a mis des réserves pour que si ça devait déménager un jour, ça devienne du logement social. Donc ça s'est réalisé 15 ans après. Donc ça,
c'est une fierté d'avoir saisi l'opportunité de ces réserves afin de permettre, au moment voulu, de pouvoir construire du logement social. Ça, c'était fort en message. C'est un peu luxueux, mais malheureusement, il y a quand même une partie un peu logement social, mais haut de gamme. Bon, la Samaritaine aussi, ça a été dans ce cadre-là. Il y a un peu de logement social quand même, hein, voilà. Il y a eu, bon, moite-moite. Les logements de la PHP, ça va être 50% de logement social, 50% privatif, mais ça permet quand même du logement social. Et puis, il y a des logements à Schönberg, il y avait aussi un bâtiment. Enfin, tout ce qui est devenu des grands endroits de logements sociaux, boulevard Morland, derrière Quai des Célestins, voilà, il y a plein d'endroits où on a fait des réserves immobilières qui sont devenues des logements sociaux. Et j'en passe certainement un certain nombre. Mais ça a été avec Dominique Bertinotti qu'on a fait ça. Et ça, vraiment, on est très fiers de ça. On était à 4% quand on est arrivé en 2001 avec Dominique Bertinotti, le logement social, où ça avait été vraiment, on balayait vraiment les classes populaires. Et moi, quand j'ai quitté, je crois qu'on était à 16 à 18% en 2020. On a fait un saut de 14% de plus de logement social. C'est pas idéal. On n'en a pas autant dans le 18e et le 19e. On n'a pas beaucoup de foncier non plus. Donc, on a essayé d'immobiliser le maximum de foncier. Et la ville a fait vraiment de très belles opérations au maximum pour réquisitionner des immeubles pour faire du logement social. Et ça, c'est une belle réalisation. Et par exemple, la ville a aussi racheté des immeubles qui devenaient insalubres et qu'elle a restaurés et qu'elle a réquisitionnés, mais elle pouvait la racheter que si le prix du marché convenait à la ville. Tout ce qu'elle a pu racheter, elle l'a fait. Tout ce qu'elle a pu racheter. Là, Yann Brossa a fait un travail extraordinaire, franchement. Et donc, tout ce qui a été fait, puis la lutte contre Airbnb, tout ça, bon, ça c'est plutôt avec Christophe Girard, mais voilà, on a fait quand même beaucoup de travail sur le logement social dans la mairie du 4, et ça a été c'est une grande fierté. C'est jamais assez, mais c'est une grande fierté parce qu'on a quand même, on est resté vraiment la tête haute là, sur ce point de vue-là. Tout ce qui a pu être réquisitionné, rénové, rue de Turenne, par exemple, le logement, on l'appelle le paquebot, là, sous le façonnier, là. On a logé des tas de familles, là, qui venaient du 18e et du 19e. Rue Crillon, on a pas mal de logements sociaux. Autour de la rue de Venise, rue Quincampoix, il y a pas mal de logements sociaux partout. Il y a des parcelles de logements sociaux. Boulevard Sébastopol. Oui, du logement social, il y en a dans le 4e arrondissement. Pas suffisamment parce que vu les permanences que j'ai tenues quand j'ai eu le logement avec Ariel, vu le monde qui demandait des rendez-vous à ma permanence, évidemment qu'on n'avait jamais assez. Mais jamais assez, évidemment. Et puis, on n'a pas résolu non plus le problème même si on hébergeait les SDF avec le plan Grand Froid, que Christophe Girard a pris à son compte et que Ariel a continué. Et c'est une très belle mission qu'ils se sont donnée et qu'ils continuent à accomplir. Et donc, même si on accueillait les SDF, on n'a pas résolu le problème de l'accueil, évidemment, surtout dans le centre de Paris, on n'a pas de centre d'hébergement. On a fait des hébergements transitoires dans des caves du village Saint-Paul ou quoi. Voilà, on a trouvé des solutions alternatives quand il faisait très froid, mais jamais quelque chose qui a pu durer. Et donc, d'ailleurs, à propos des repas SDF, je voudrais juste dire que je travaillais, donc je m'occupais des écoles et de la solidarité pendant un moment, voilà. Et donc, avec les centres de loisirs, la CAS, un animateur a pris l'initiative de faire des gâteaux aux enfants le mercredi au centre de loisirs pour les jours où on recevait les SDF, où on ouvrait pour les plans grand froid. Donc l'hiver, pendant, je pense, les 3 dernières années de ma mandature, avec ce jeune Sébastien Lomeau, je crois qu'il s'appelait, Lemeu, je ne sais plus son nom. Et il venait livrer, il faisait des gâteaux dans l'après-midi du centre de loisirs, dans la cantine des cuisines de la rue de Moussy, avec l'aide de la caisse des écoles et des dames qui venaient du temps, la caisse des écoles, les cuisinières, cuisinaient avec les enfants, faisaient des gâteaux. Les enfants, les uns faisaient des gâteaux, les autres faisaient des sets de table, des décorations, et ils venaient les livrer pour le repas des SDF le soir. Donc on les avait pas fait se rencontrer parce que c'était un peu compliqué de faire rencontrer les deux publics, mais ils se communiquaient avec des petits messages. Et donc ils leur mettaient des messages des enfants sur les sets de table, et on a eu comme ça des repas au SDF illustrés par les enfants des centres de loisirs. Et ça s'appelait les
les goûters solidaires. Et on remettait un diplôme à la fin de la session, on remettait un diplôme des petits pâtissiers solidaires aux enfants. Et c'était charmant. Et je me rappelle que la première fois, quand les SDF étaient arrivés, qu'ils avaient vu les gâteaux décorés, puis les petits messages, ils étaient complètement restés indifférents. Et j'avais trouvé ça très, très violent. Et c'était tellement dans leur monde, et c'était tellement violent pour eux, le froid. Ils avaient qu'une pensée, une seule pensée, c'était d'être au chaud et d'avoir à manger. Que ça leur était un peu indifférent que les enfants leur dessinent des jolis sets de table et leur fassent des petits cœurs partout et leur fassent des jolis gâteaux. Et puis petit à petit, ils étaient tous les jours, et voilà, ils voyaient qu'il y avait encore des gâteaux le mercredi d'après, encore toutes les semaines, et petit à petit, ils ont pris goût. Et une fois, il n'y a pas eu de gâteau parce qu'on avait eu un problème de cuisine, je ne sais pas quoi. Ils m'ont dit, mais les enfants n'ont pas pensé à nous ce jour aujourd'hui. Ah, j'ai dit, ah, mais ça vous touche alors quand même? Ah, mais bien sûr que ça nous touche, on ne le dit pas. Et je me rappelle qu'il y avait un monsieur qui avait fait une chanson pour les enfants. Il avait chanté, on avait enregistré pour qu'il partage la chanson SDF, qui chantait très très bien. Il avait une voix magnifique. Et voilà, c'était créer du lien entre les générations. Et on a aussi organisé avec les maisons de retraite. Moi, j'étais institutrice des passerelles pour la journée des seniors. On a fait des semaines intergénérationnelles où les enfants venaient dans la maison de retraite et partageaient. On a fait la journée de la femme intergénérationnelle le 8 mars. On a fait un petit livret sur la vie de ces dames quand elles avaient quand elles étaient petites filles. Elles partageaient leurs expériences. Et on a chanté ensemble. On a chanté avec les personnes des maisons de retraite. Ça, c'est des très très beaux souvenirs intergénérationnels où les enfants qui maintenant sont grands ont encore ce souvenir d'avoir rencontré les seniors et sont restés en lien avec eux et aller les voir dans les maisons de retraite. Avant qu'on commence cet entretien, vous m'aviez parlé de souvenirs de votre enfance, liés par exemple au BHV, et que vous aviez voulu pérenniser ces souvenirs. Oui, alors ça, c'est les attaches un petit peu au quartier et au lien qu'il y avait social qu'il y avait dans ce quartier. C'est-à-dire que moi, j'étais petite fille au BHV avec mon père, et ce bâtiment, ce magasin, pour moi, c'était magique. D'abord, il y avait une odeur au BHV. J'avais donc écrit une nouvelle sur le BHV et ses odeurs. Et donc, c'était extraordinaire. Et tout le monde se parlait quand ils étaient en bleu de travail. Ils achetaient les vis et tout. Puis tous les ouvriers du quartier se parlaient au sous-sol du BHV, se donnaient des conseils et tout ça. Alors maintenant, on dit que les dames vont au BHV pour rencontrer des messieurs qui sont bien bricoleurs pour faire des rencontres. Alors ça a changé de mœurs. Mais moi, à l'époque, les messieurs se parlaient, ils parlaient bricolage, parce que c'est quand même beaucoup les messieurs qui étaient à cet étage-là, au sous-sol. Avec mon père, moi, j'allais chez les vis, et puis bon. Et donc, il y avait beaucoup de liens sociaux, parce que c'était un quartier très, très populaire, très ouvrier, très... Voilà. Moi, le matin, j'étais réveillée par mon concierge qui était chiffonnier. Il avait un diable, et il allait dans les halles, voilà, il était chiffonnier. J'entendais sur le pavé le diable qui passait sur les pavés, ça me réveillait le matin. Et puis il y avait une usine de plumeaux sur mon palier. Une usine de plumeaux. Je me réveillais tous les matins, au 40 rue du Porto. Il y avait une usine de plumeaux. Et quand j'ouvrais ma porte, je voyais les plumeaux suspendus en haut de la porte, en haut des plafonds, là, comme ça. Et c'était magique. Je voyais ces dames, ces ouvrières qui fabriquaient des plumeaux toute la journée. J'ai vu tout le travail manuel dans ce quartier. Donc j'étais très attachée à toutes ces traditions, tout ça. Donc, soit je suis attachée à mon quartier parce que ce marais qui a disparu, on ne va pas refaire le monde, hein, évidemment. On a rasé les halles et tout ça, c'était insalubre, tant mieux. Mais voilà, moi, j'avais un coutelier au rez-de-chaussée, je voyais comment faire, j'entendais la forge du coutelier, j'allais voir comment il travaillait le couteau. Il y avait un frappeur de médailles dans la rue Sainte-Croix. Et on entendait, il y avait beaucoup de bruit comme ça dans le marais où c'était assez extraordinaire. Donc, ces bruits, j'y étais attachée. Et la disparition de tous ces petits métiers, là, tout ça, ça m'a... Voilà, j'ai trouvé ça assez violent, quand ces gens étaient obligés de partir, etc. C'était assez violent, parce que c'était toute une vie où tous les gens se connaissaient. Parce que le frappeur de médailles, mon père était malade, et il avait des migraines. Et le frappeur de médailles, j'allais le voir quand j'étais petite fille, et je lui disais, est-ce que vous pouvez arrêter la presse un petit peu? Parce que mon papa doit se reposer pour faire la sieste. Et le monsieur a arrêté sa presse pour laisser son voisin dormir. Voilà. Et ben ça, c'était le marais. Pour moi, c'est mon marais. Après, je suis si attachée aux petits métiers, d'une certaine nostalgie, mais
Le BHV, avec ce qu'il est devenu, j'ai des regrets, évidemment, quand je vois ce qu'était le BHV populaire. Les petits métiers qu'il y avait dans toutes ces rues parallèles partout. Bien sûr, les anciennes halles, où je connaissais les dames qui allaient acheter leurs fleurs, qui avaient leur garage, leur entrepôt de fleurs dans notre cour. Je les voyais arriver avec leurs charrettes, avec leurs fleurs. Madame Rosa, elle s'appelait Madame Rosa, ça s'invente pas, elle vendait des roues. Et donc, toutes ces dames avec ces charrettes à main qui étaient dans la rue Rambuteau, oui, on a un peu cette nostalgie-là. Donc moi, j'ai connu ce quartier-là et c'est vrai que la construction de Beaubourg, tout ça, Razélial, tout ça, ça a été une étape violente pour la population. Violente. Et les gens étaient très remontés à l'époque. Hein. Il y a eu aussi beaucoup de changements du côté de la Bastille, dans le faubourg Saint-Antoine. Oui, voilà, c'était la même évolution, tous ces métiers d'artisans magnifiques, qui avaient un savoir-faire magnifique, où on voyait le travail du cuir, le travail du bois, mais c'était magnifique parce qu'on pouvait voir les ateliers. Hein. Moi, j'ai vu tous ces métiers du Paris, le Paris artisan, là, c'était magnifique quand même. Hein. Puis tous mes amis, les parents étaient tailleurs. Ma mère elle était serveuse, elle travaillait dans la restauration, mais tous mes amis, tous les juifs ashkénazes, ils étaient tous les parents étaient tailleurs, donc on les voyait dans leurs ateliers. On voyait toutes les. Quand j'étais petite, moi je me rappelle, mes copains me disaient, nous, notre père, il nous poursuit avec le maître ruban pour nous donner des petites claques sur les fesses, mais je dis, moi, c'était la cuillère en bois. Parce que ma mère était restauratrice. Donc on avait chacun, enfin c'était l'époque du martinet, ils en faisaient pas beaucoup usage, nos parents, mais bon, c'était un peu cette image-là, le maître ruban. Et c'était magnifique, c'est ailleurs, et tous ces manteaux qu'ils faisaient, enfin moi c'était un travail magnifique, quoi. Bon. Donc c'est vrai que je suis attachée à ce marais-là, ces petits métiers que j'ai connus et tout ça, avec une certaine nostalgie, mais bon, je suis pas trop passéiste, il faut passer à autre chose. Quand Beaubourg a été construit, moi j'étais pas de ceux qui trouvaient ça, qui appelait ça la raffinerie. On s'est battu pour montrer que c'était aussi ouvert sur la population, qui pouvait aller voir des expositions magnifiques d'art contemporain. C'était magnifique, Beaubourg, quand on a pu voir toutes ces expositions. C'était gratuit pour les habitants quand ça s'est ouvert. C'était extraordinaire d'ouvrir un musée comme ça d'art moderne et que ce soit gratuit pour les habitants. On avait toutes les expositions de Beaubourg, quoi. L'escalator magnifique, l'escalier qui montait, magnifique. Et puis cette espèce de place de liberté. Et puis moi, j'ai découvert des tas de... Oh là là, qu'est-ce qu'on a... Bien sûr, on en connaissait. Quand j'étais allée au lycée, moi, j'étais dans un lycée formidable qui avait un ciné-club, et etc. Ah oui, je ne vais pas parler du ciné-club quand j'étais au lycée. Nuit et brouillard aussi, qui m'a beaucoup forgé, mon professeur de philosophie, tout ça. Enfin, voilà, Nuit et brouillard, ça m'a aussi bien mobilisée. Hein. Je me suis engagée... pour faire connaître, je me rappelle, le lycée Victor Hugo, le professeur qui avait été déporté, qui avait une plaque dans le hall de mon lycée. C'était la première plaque pour une femme qui avait été portée professeure dans ce lycée. Donc, bon, ça m'a marqué tout ça, Nuit et brouillard et le ciné-club où nos professeurs faisaient venir les personnes pour expliquer. Moi, j'ai animé le ciné-club et j'en ai beaucoup appris au ciné-club de mon lycée. Et puis, quand j'étais petite fille, moi, on avait été voir ma mère en me disant... la séance sociale, qu'est-ce que vous voulez pour votre fille? Est-ce que vous voulez des bons d'achat pour des vêtements? Ma mère a dit non. Je les nourris, je les habille, mes filles, j'ai pas besoin de ça. Vous pouvez leur offrir la culture. Moi, j'ai pas le temps de les emmener au cinéma et au théâtre. Et on nous avait offert les Jeunesses musicales de France et un abonnement au théâtre de l'Est parisien et aux Jeunesses musicales de France. Ça, c'est l'école de la République. Ça, c'est l'école de la République. Et mon attachement à l'école de la République, c'est moi, petite orpheline de père, avec une mère qui travaillait tout le temps. C'était, qu'est-ce qu'elle a fait l'école de la République pour moi? Elle me dit, je lui dois bien ça, de m'engager pour l'école de la République. C'est aussi pour ça que je suis devenue institutrice. J'ai fait des études de psychosociaux, mais j'ai voulu devenir institutrice pour rendre à l'école de la République ce qu'elle m'avait donné et permettre aux enfants des écoles publiques de pouvoir avoir cette chance-là, d'être des écoles de la République. Et le mot République a une résonance pour moi comme ça. Pour moi, c'est ciné-club et abonnement théâtre que m'a fait découvrir et tous mes professeurs et tous ces gens engagés, de mon professeur de bonne sœur à mon professeur de philo, engagés, qui nous ont accompagnés, qui donnaient du temps pour le ciné-club et tout ça. Tous ces gens qui ont fait cette école de la République. Et ça, après, j'ai rencontré des républicains politiques que j'ai suivis. Parce que, voilà, pour moi, la République avait vraiment ce sens-là.
Et donc, c'est pour ça que je me suis engagée aussi dans les mouvements pédagogiques, parce que dans la République, il y a l'école traditionnelle, et puis aussi des écoles, des mouvements pédagogiques alternatifs qui doivent donner la chance à tous les enfants d'avoir une autre façon d'être enseignés. Et c'était la liberté, la pédagogie active. Donc j'ai défendu la pédagogie active au sein de mon école. Ça a été aussi un engagement pour moi de défendre cette école, qui existe encore, et d'en faire ce qu'elle est devenue actuellement. Et donc, je crois que j'ai participé à mon niveau à l'édifice de la conservation de cette école, telle qu'elle existe. Elle s'est construite sur le modèle de Beaubourg. C'est pour ça que je fais le parallèle. Cette école, elle s'est construite sur le modèle de Beaubourg avec une liberté, c'est-à-dire des plateaux, pas de cloison entre les classes. Donc, c'était le domaine de la coopération, le domaine de la coopération du travail en équipe et du collectif et du travail en commun. Parce que, il faut le rappeler, Beaubourg, c'est une surface gigantesque, sans mur, sans cloison. Sans mur. Voilà. C'est une liberté voilà, ce qu'on appelle ça open space maintenant, mais c'était des surfaces d'exposition magnifiques. Et cette école a été construite sur le modèle de Beaubourg. Donc, il a fallu la défendre parce qu'il fallait qu'elle recrute des enfants pour venir dans cette école, des parents qui acceptent de venir là. Donc, ça a été les premiers parents d'élèves étaient des gens qui travaillaient à Beaubourg. C'est pour ça qu'ils étaient dérogataires. Ils étaient des parents qui venaient, et donc l'école a commencé plus tard pour que les gens qui venaient travailler à Beaubourg, dans ce grand musée, puissent avoir leurs enfants pas loin d'eux, pour leur faciliter la vie. Et donc c'est comme ça c'était une école des dérogataires qui a été tant décriée. Et après, il y a quand même eu des enfants du quartier, il y avait quand même un secteur, mais un secteur, il y a moitié-moitié, il y avait à peu près, quoi. Donc il a fallu défendre cette école qui était une école de dérogataires. Donc certains diraient que ce n'est pas une école de la République. Si, c'est une école de la République alternative qui a été construite sur un modèle auquel il fallait adhérer et qu'il fallait défendre. Et ça a été la lutte de toute ma carrière d'enseignante. Voilà. Donc ça, c'était des luttes parallèles qui se sont croisées, des chemins où j'ai rencontré des gens. Ça, on n'entre pas en politique par hasard. À notre époque, quand on entrait en politique, c'est qu'on était sollicité parce qu'on était quelqu'un de terrain et qui avait une vision périphérique sur la population et qui était dans des réseaux. Moi, j'étais une personne de réseau, effectivement. J'étais choisie pour ça, parce que j'avais les réseaux parents d'élèves, les réseaux enseignants, et et que j'avais bonne presse, parce que j'avais eu des responsabilités syndicales. Et c'est du bénévolat, hein, les responsabilités syndicales. On le fait en plus sans travail. Hein. J'avais pas de décharge syndicale. Je faisais en plus de ma classe. Et après, quand j'ai été élue en 2001, j'avais ma classe. Et là, j'ai abandonné le syndicat. Je pouvais plus. Et j'ai abandonné le FCPE aussi. Je pouvais plus. J'avais ma classe et mon mandat. Et jusqu'à 2014, j'ai enseigné et été élue en même temps. Et des fois, je faisais des mariages pendant les récréations. Parce que je courais de l'école, je venais faire un mariage à l'heure de la récréation et je retournais travailler à l'école. Il fallait faire les deux et on avait besoin de moi à la mairie, donc j'y allais, voilà. Et j'ai fait des mariages avec des enfants. La salle de mariage où nous sommes, voilà, là, j'invitais ma classe entière, des fois, à des mariages, avec l'acceptation. C'était souvent des gens de la famille, des enfants qui étaient dans l'école. Et donc, on a fait 2-3 mariages où les enfants étaient au fond de la classe et vous voyez comment on faisait un mariage. Et après, j'ai fait des mariages des enfants. J'ai marié des enfants au sein de la mairie. Je me suis servi en travail d'instruction civique de la salle des mariages pour montrer comment on organisait un mariage au sein de... Voilà. J'ai continué à faire ça dans les écoles avec toute la cérémonie de mariage, avec les actes, pour leur expliquant chaque étape. C'était la leçon d'instruction civique. J'ai fait aussi le rôle d'élu et c'est comme... On a créé le Conseil des enfants avec Dominique Bertinotti. C'était un des premiers conseils des enfants. En 2002, je pense qu'on a créé de la mandature de la Noé. Le Conseil de la jeunesse avait été créé aussi, mais ça, c'était l'impulsion de la mairie centrale. Mais le Conseil des enfants, on était un des premiers arrondissements à créer le Conseil des enfants. Et on a fait beaucoup de travail citoyen et on a animé ça avec le cabinet du maire. C'était très, très intéressant. Très, très intéressant. Et le Conseil des enfants, je crois qu'il continue à exister. Les petits pâtissiers solidaires, le Conseil des enfants. Enfin, tout ça, c'est des actes d'engagement où on explique aux enfants que ça vaut la peine de s'engager, de regarder son prochain,
de voir qu'on peut accompagner la société à l'émancipation de tous. C'est important de partager, le partage d'expériences, le partage d'expériences, le partage d'une vision commune. On peut ne pas être d'accord au niveau politique. Ce qui est important, c'est de partager des valeurs communes. Et donc, dans tous les partis politiques, il y a des gens qui sont attachés au regard sur l'autre et au prochain. Vous saviez, quand on faisait les repas SDF, les bénévoles qui venaient étaient de tous bords. Hein. Ils n'étaient pas seulement de notre bord, hein. Ils étaient de tous bords. Tous les gens qui se sont engagés dans le centre de Paris, les bénévoles, on travaillait main dans la main, tous ensemble. On n'a pas besoin d'être dans le même groupe politique. Et c'est ça qui fait la force d'une société dans un quartier. Dans un quartier, nos voisins on a des choses à partager avec eux. Ça commence au niveau de l'immeuble, à prêter main forte à son voisin de palier quand il est en souci. Et ça s'est vu pendant le Covid. Hein. Pendant le Covid, on s'est tous entraidés. Hein. On n'a pas demandé pour qui votait le voisin. Hein. Ça nous a... C'est vraiment... On n'en est pas là. Donc, moi, je suis communiste, oui, je suis fière de l'être, mais je parle pas de mes convictions politiques avec mes voisins, parce que j'ai d'autres sujets de conversation avec eux, et c'est bien, voilà. Et puis, des fois, ils me prennent un témoin sur un sujet, bon, on a des analyses communes, voilà. Et ça n'empêche pas que chacun a ses idées. Je pense que le lien, il commence au niveau de sa cage d'escalier, vraiment. Hein. Puis après, il s'étend dans la rue, au quartier, à l'arrondissement, au-delà. Voilà.